Avant de commencer la vidéo, un grand merci à Pierrick et la société Holodiag pour nous soutenir en tant que parrain de la chaîne QP Pharma. Ils étaient parrains en 2024 et ils seront encore parrains en 2025. Donc un énorme merci à eux. C'est grâce à nos parrains qu'on peut vous proposer plein de contenus gratuits. Si vous avez besoin de support pour maîtriser l'état solide de vos matières, contactez Holodiag. Ils vont vous proposer plein de services, que ce soit des analyses, du screening et également du support pour le développement des procédés de cristallisation. Je vous mets en lien en description de la vidéo pour pouvoir aller directement sur leur site internet et voir tous leurs services. Vous trouverez également un lien pour devenir parrain de la chaîne QP Pharma et ainsi venir faire du contenu avec nous. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à liker, à vous abonner et à partager. À plus tard les amis, ciao. Comment ça va les amis? Fort bien. Fort bien. De retour. De retour encore. Et de bonne humeur. Pour vous jouer un mauvais tour. Évidemment, alors, dans le chat comme d'hab, vous allez nous dire tout de suite si vous nous entendez correctement, si on est beau, si Pierrick est vraiment magnifique, évidemment. Ludo est là aussi. On est tous les trois ce soir pour le 3e live consacré à des choses folles. À des choses complètement dingues. En fait, on va peut-être plus pleurer ce soir que la semaine dernière. Peut-être on va pleurer des larmes de sang si on arrive à comprendre tout ce qu'il va nous raconter. Non, n'exagérez pas. Mais ça va être foufou. Ça va être foufou, c'est sûr. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça va être aussi foufou que les deux fois d'avant ou pas? Ou est-ce qu'on va être un peu plus dans... On ne sait pas, en fait. Et qui sommes-nous pour juger, de toute façon? Finissez vos phrases, Christophe. Mais voilà, non, parce que t'en vas là... Enfin, bon. Voilà, de quoi qu'on va causer ce soir? On a fait 2 lives déjà avec Pierrick, qui étaient des lives superbes, qui fait pas... Je crois que c'est mes lives préférés. Parce que je dis ça pour toi en fait. Merci. Ça fait partie des lives un petit peu atypiques et très sympa. Faire un live spécial sur la Cristallo, assez, on va dire théorique, mais en même temps plein de concepts chimiques sympas. À un moment, faut dire les choses. On a été jusqu'à faire un live sur la thermodynamique et l'entropie. Voilà. Et donc là, fallait vraiment dire les choses parce que sinon, ces trucs-là, on les dit jamais. Voilà. Puis à un moment, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, mais on veut aussi mettre en avant Holodiag et puis tout ce qui se passe dans les industries pharma en lien avec ces aspects de Cristallo. Maintenant qu'on a fait 2 cours théoriques, on s'est dit, hey, passons à la pratique. Comme vous y allez, Christophe. Et donc, on va faire des cristaux ce soir. Voilà. Alors, sur la table, en live. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler des cristaux du principe actif quand il est sous forme solide dans les formulations. Parce que forcément, il se présente sous un état donné. Souvent, c'est solide. Quand c'est solide... Et souple à la fois. C'est bien. Solide et souple à la fois. C'est souvent cristallin. Ah oui. Et donc, si vous vous rappelez parfaitement des lives précédents, il y a des propriétés qui dépendent de la façon dont c'est cristallisé. Et ces propriétés vont être recherchées ou problématiques. Parce que des fois, le machin, il cristallise pas comme on veut. Et ça met le bazar dans les performances du médicament. Donc, nous allons discuter à travers différentes formes galéniques de l'état solide de l'actif là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire, qui m'arrange pas, pourquoi, comment, et surtout, pourquoi. Pourquoi. Voilà. Et où est donc Cornica? Ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser. C'est un peu la fin de notre live sur la Cristallo, où ce qu'on disait nous avec Christophe, c'est qu'on n'est jamais allé sur ces pistes, dans le cadre de problèmes qualité, d'investigation, etc., de stabilité, de précipité bizarre, de trucs. On n'y pense pas, quoi. On n'y pense pas, et pourtant, tu vas nous le dire ce soir, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est pas rare que les trucs ne marchent pas à cause des cristaux. Voilà. On nous parle déjà dans le chat de polymorphisme, trucs comme ça. On va en causer. Ça démarre sévère, quoi. Le live, on l'avait appelé Cristaux et médicaments, voire en sous-titre Forme galénique, je vous aime. Donc on va causer de ça, quoi. Ouais. On va faire un peu de galénique et un peu de cristallographie. Ça va être un peu haine et amour. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont sympas, puis des fois, ça se passe pas comme on voudrait, quoi. Ouais. La vie est injuste. Hein. La vie est une... Voilà, des fois. Elle est dure. Mais avant de se lancer dans ce programme, qui j'espère va vous plaire, s'il vous plaît pas, de toute façon, ce sera comme ça quand même. Hein. C'est pareil. On va reparler de chocolat, mais peut-être, on sait pas. Tout est possible. Non, alors moi j'ai préparé un petit peu avec Pierrick hier. On parle pas de chocolat, mais il y a 2-3 trucs que je vois là qui vont vous plaire. Des formes galéniques un petit peu exotiques. Je pense qu'on aura des petits passages un peu rigolos, quoi. Mais avant ça, on voulait avoir quand même 2-3 petites nouvelles de Holodiag et de toi, parce qu'il y a quand même
On a lu la presse, on a su. Ouais. Il y a eu des monsieur. choses qui se sont passées, monsieur. Félicitations. Oui, bravo déjà. Merci beaucoup. Donc, événement cette année. Ouais. Il y a eu acquisition de Holodiag par un groupe industriel. Donc, Holodiag fait partie d'un groupe et qui donc a été racheté par une société italienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Holodiag a été acheté par une société italienne qui fabrique des principes actifs, une usine qui s'appelle iChrome. Donc, je salue mes amis italiens qui sont super sympas. Et iChrome fait partie d'un groupe industriel français, un groupe familial. C'est la 3e génération qui s'appelle Proxys. C'est une vision de groupe industriel familial, donc c'est le très long terme. Donc on est dans une situation où on peut poser des projets sereinement, calmement, les développer. Ok, c'est pas on veut tout de la thune tout de suite et puis on fait vite et puis des fois pas bien. Et voilà, exactement. On a le temps de réfléchir un peu à tout ça. Donc c'est très bien parce que du coup, Holodiag peut passer à une nouvelle étape de développement et donc Holodiag va être amené à croître. Croître, c'est un C'est le joli cri de la grenouille, ça. C'est un joli verbe. Non, mais alors, du coup, à croître, tu le dis, mais parce que bon, se faire racheter par un grand groupe et tout ça, c'est intéressant pour la croissitude, pour la croissance de la boîte, mais du coup, ça amène effectivement un petit peu de moyens, notamment pour faire des investissements qui peuvent être des trucs assez sympas. Tu nous en causes aussi, ça? Ah oui, donc là, un investissement important, c'est un nouveau diffractomètre, mais non pas des rayons X, mais un diffractomètre des électrons. Mais non, vous n'êtes pas tous sur le cul, là? Et là, vous me croyez pas, mais les électrons, c'est hyper mieux que les rayons X. Non, mais attends, les rayons X, maintenant c'est Asvin. Ça fait 20e siècle. Non, ça fait Igor et Krishka Bogdanov, tu vois. Ouais, Enfin, temps X, tu vois, c'est naze. C'est temps C'est le mec qui te électron. balance ça, C'est temps électron maintenant. Voilà. Non, les électrons, rendez-vous compte. Les électrons, est-ce que c'est l'avenir? Oui. J'ai bon. Mais Et donc, disons-le. alors, je vous dirais juste que ça permet de faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Voilà. Et pourquoi? Parce que je sens que... Moi, je sais, parce que on en a parlé 15 fois. Mais Voilà. oui, Alors, pourquoi, Pierrick, ça fait des choses... Faites semblant. Christophe, concentrez-vous. Et donc, pourquoi? Parce que l'interaction des électrons avec la matière est forte et l'interaction des photons X avec la matière est faible. Et ça te la coupe. Et donc, Ouais. on va avoir accès beaucoup plus simplement à des informations de structure cristalline, de structure moléculaire dans les cristaux, et notamment avec des cristaux qui n'ont pas besoin d'être très gros et qui peuvent même être très petits, et ça facilite plein de choses. Et ça permet d'accéder beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à ce type d'informations, structure moléculaire, structure cristalline. Et je vous laisse imaginer la joie de la suite des projets une fois qu'on accède à la structure cristalline. Et donc, ça facilite plein de choses. Donc, très gros investissement grâce à cette nouvelle situation. Holodiag tout seul n'aurait jamais pu faire cet investissement-là. Donc au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur du principe actif pur, du principe actif en formulation. Il est cristallisé comment? Pourquoi? Est-ce que c'est embêtant ou pas? Donc ça, c'est le quotidien. Donc tu bosses que sur des cristaux solides, donc tu bosses que sur des gélules ou des comprimés, quoi. Et non. Parce que donc nous pouvons aussi travailler sur des formulations liquides. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi diable? Parce qu'il n'y a pas de cristaux. Ah oui, si c'est dans un liquide. Mais donc dans d'une formulation liquide, un injectable par exemple, on veut pas que ça cristallise. Et donc pour être sûr que ça cristallise pas, il faut savoir comment ça cristallise, de façon à être sûr qu'on n'ira pas dans ces conditions-là. Donc ça c'est le pendant de ce qu'on fait, c'est-à-dire autant on sait ce qui cristallise, comment ça cristallise, et du coup, on sait faire en sorte que ça cristallise pas. Alors, dans les comprimés ou les gélules, alors, tout le monde voit à peu près les formes galéniques. Si vous ne voyez pas dans le chat, vous nous dites, mais bon, comprimé, c'est de la poudre qu'on comprime avec une presse à comprimer. Derrière, ça vous fait un comprimé. Le classique que vous avez dans vos boîtes, dans vos pharmacies chez vous. Les gélules, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on l'encapsule dans une... on va dire 2 coques de gélatine, mais c'est le même principe, c'est des petits grains de quelque chose qu'on a granulés, quoi.
Tu disais dans les pommades, par exemple, dans les pommades, il peut y avoir des cristaux finalement. Ouais, des fois, les pommades, il y a une fraction de poudre qui est encore là parce qu'elle est pas soluble ni dans la phase aqueuse, ni dans la phase huileuse, qui sont en micro-gouttelettes l'une dans l'autre, plus ou moins. Il y a eau dans huile, huile dans eau dans huile dans eau. Ah Et- oui, Oui. Donc, L'Inception des de émulsions. Et donc, typiquement, on peut penser que tout est solubilisé là-dedans. Et des fois, non, il y a une fraction qui reste cristalline et c'est normal. On le sait, ça fait partie de la formulation. Mais sous quelle forme cristalline? Et vous n'êtes pas sans vous rappeler Non, on se rappelle de Ah, tout. plus du que, tout. en fonction de comment c'est cristallisé, j'ai pas la même solubilité. Donc, si je change la forme cristalline dans une pommade qui contient de manière normale de la poudre, si je change de forme cristalline, je change la fraction qui est solubilisée dans la matrice pommade. Et donc, du coup, la biodispe, la dose délivrée va changer. Donc ça peut être un élément important à aller contrôler pour dire, est-ce que j'ai une fraction cristalline? Est-ce que c'est désirable ou pas? Ouais. Et c'est laquelle? Donc, dans les pommades, on a cette problématique-là. Alors, dans les comprimés et les gélules qui vont contenir de la poudre, pas comprimée typiquement, mais des fois on a des microgranules dans les gélules. Bon, voilà, il y a différentes formes. On va avoir la drug substance, notre matière première, principe actif de départ, et là, si on fait bien ses devoirs, on contrôle en disant c'est cristallisé en forme A, je suis content, c'est celle que je veux. Et je fabrique ma formulation. Je fais le process de fabrication. Et des fois, ça transforme, ça fait changer la forme cristalline. L'exemple le plus courant où il y a un changement, c'est je commence par faire une granulation humide avec de l'eau. Ah oui. Et donc classique, j'ai ma ça. forme A, je fais ma granulation humide, et bingo, qu'est-ce qui se passe des fois? Je transforme ma forme A en hydrate. J'ai mis de l'eau. C'est logique. Voilà. Alors attention, telle ou telle molécule n'a peut-être pas forcément un hydrate qui existe. C'est pas parce que je mets de l'eau que forcément je cristallise un hydrate. Ça dépend. Alors il y en a qui ont plusieurs hydrates. Il y en a qui vont me faire un monohydrate, un dihydrate, un trihydrate. Ça, c'est les degrés d'hydratation. Je me rappelle dans ma chimie, c'est à côté de ta formule, tu as du 1H2O, 2H2O, 3H2O. Ça correspond au niveau d'hydratation de ta molécule. Voilà. Qui, quand il y en a 0, est un anhydre, du coup. Qui est un anhydre. Et des anhydres cristallins, il peut y en avoir plusieurs. Les polymorphes. Je suis anhydre, mais je suis anhydre et j'en suis fier. Voilà. Et je peux en avoir plusieurs différents. Forme A, forme B, forme C, etc. Et des dihydrates ou des monohydrates, tu peux en avoir plusieurs formes cristallines aussi. Bah oui. Ah ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir la composition monohydrate et avoir plusieurs polymorphes de monohydrate. Oh le bordel. Voilà, c'est... On va dire, là, t'as fait rentrer la forme A, t'en sors avec 18 formes différentes, t'avais juste granulé, quoi. Camoulox. C'est quoi l'élément de connaissance centrale? C'est idéalement connaître toutes les formes cristallines de mon actif. Ça, c'est pas possible, tu nous as dit la dernière fois, parce qu'on ne pourra jamais dire qu'on aura connu toutes les formes cristallines, parce qu'il y en a peut-être qui vont apparaître. Je sais plus ce que tu nous avais cité comme exemple, un truc que tout le monde connaît, on en a retrouvé des nouvelles formes de l'eau. Oui. L'eau, on a retrouvé des nouvelles formes cristallines il y a quoi là? Il y a 15 jours. Non, un peu plus longtemps. Non, mais récemment, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a eu une nouvelle forme cristalline de la glace qui a été trouvée. Alors avec l'eau, c'est sous des pressions un peu élevées. C'est pas la forme qu'on connaît, le verglas, la neige, le glaçon dans le verre. Ça, c'est la même forme cristalline. Donc, ce qu'on voudrait, c'est connaître toutes les formes cristallines de notre produit, parce que comme ça, on sait dans quelles conditions elles apparaissent. Et une fois qu'on le dit, c'est un peu évident, mais ça peut sembler paradoxal a priori, c'est de dire, donc, je veux de la forme A, donc il faut que je connaisse bien la forme A, et souvent on connaît la température de fusion, la solubilité, etc. On dit, bah oui, mais la solubilité du monohydrate, c'est quoi? Je m'en fous, je fais pas le monohydrate. Oui, mais en fait, si, j'ai envie de le savoir, parce que ça va peut-être être une donnée qui va me permettre de maîtriser le fait qu'elle soit là ou pas. Et donc, c'est un peu l'exemple tarte à la crème, mais j'ai mon anhydre forme A, je le fous en granulation humide, mais s'il existe un hydrate,
faut pas avoir l'air surpris si on se retrouve avec plus de la forme A, mais de l'hydrate qui est dans le comprimé ou la gélule. Très bon message de Phil, qui va dans ce sens de ce que tu dis. Est-ce qu'on peut avoir un anhydre à 9 têtes? Ah, oui, C'est beau, ça. Et c'est beau, référence mythologique, Hercule et Carrément, quoi. C'est Jason, les Argonautes, Ouais. ils se sont battus contre l'hydre. Contre et l'hydre de Lerne et tout ça. L'hydre de Lerne, c'est Hercule. Vincent de Lerne. Vincent de Lerne qui fait des chansons de Lerne. Et donc ça c'est un peu évident en disant granulation humide avec de l'eau, s'il existe un hydrate, c'est pas obligatoire qu'il se forme directement, mais il faut pas avoir l'air surpris. Voilà. On peut se dire bon, et alors s'il y a juste un peu plus d'eau, c'est pas grave. Sauf que ça peut tout changer. Ben oui, ça change tout, parce que du coup, ma forme cristalline, c'est plus la même, et tout ce qui a été déterminé avant, et qui va conditionner la biodispe, la vitesse de dissot du comprimé ou de la gélule, ça va être modifié. Et donc, des fois, il y a un contrôle de la matière première, principe actif, c'est de la forme A, super, je suis dans les specs. Et puis après, on fait des tests de dissot, et le profil de dissot, il change. C'est plus lent, voire... On n'atteint pas, je tente de vous faire la courbe de dissot avec les mains, on n'atteint pas, merci Christophe, on n'atteint pas le palier attendu. Non seulement c'est plus lent, mais en plus, j'atteins pas la quantité, la concentration attendue. Donc la biodisponibilité est pas bonne, donc tu es moins efficace que ce qui est prévu. Donc tu es hors spec, donc ça a pas, donc c'est la catastrophe. Et donc ça peut être tout simplement dû au fait que la forme cristalline a changé dans le comprimé. Et que, par exemple, j'ai fait ma granulation humide et ça a fait un hydrate. Et si l'hydrate est plus stable, moins soluble, se dissout moins vite... Il gratte. Voilà. Il fait surtout que mon profil de dissot, il est plus bon. Et si on fait des investigations dans tous les sens, sans regarder la forme cristalline, on ne trouvera pas la cause. Sauf qu'on ne le fait jamais. On ne le fait... Jamais. Alors, non mais t'as deux mecs devant toi alors qui ont fait quelques investigations pour différents sujets. Jamais on s'est dit tiens c'est ça. Je sais qu'on radote hein, mais c'est quand même super important quoi. Après on a bossé beaucoup sur des solutions et tout ça. Peut-être qu'il n'y en a pas eu tant de cas que ça. Non. Ça aurait pu avoir une cause de. Ouais, mais sauf moi, qu'on n'y pense pas du tout. Oui, je me rappelle de certains trucs où en fait avec le recul je me dis putain on aurait peut-être dû regarder ça. T'es genre des précipités dans des seringues qui apparaissent comme ça, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, etc. On l'a vu plusieurs fois ça. Oui, ou des trucs qu'on pense que c'est des particules. En fait c'est une cristallisation de je sais pas quoi. Est-ce que c'est de la PI? Est-ce que c'est de la forme ABC? On sait rien en fait. Mais fallait qu'on te connaisse plus tôt. Avant de te connaître, on était dans l'obscurité, exactement. Dans les ténèbres. Tu es notre phare. Voilà, exactement. J'apporte la lumière. Donc ça, c'est un exemple typique. Et en fait, les galénistes, c'est pas leur problème. La matière première, elle est conforme. J'enclenche mon process. Mais le process, faut y penser. Une granulation humide. Est-ce que j'ai pas un hydrate? Si mon process il implique des profils de température où à un moment ça chauffe sérieusement, ou alors la presse à comprimer, j'ai des pics de pression qui durent pas longtemps mais qui peuvent monter assez haut, ces variations-là, ça peut induire des transformations. Parce que l'hydrate qui se forme parce que j'ai mis de l'eau, bon, c'est un peu tarte à la crème. Mais des fois, j'ai un profil de température qui change et pouf, je passe de l'anhydre A à l'anhydre B. Parce que B n'était pas le plus stable, sauf qu'en chauffant un peu, c'est lui qui devient le plus stable. Comment on fait a priori pour savoir? On peut pas. D'ailleurs, t'es obligé de le faire. Voilà, alors soit tu le constates a posteriori, tu fais tes investigations, et tu dis ah bah mince, voilà, il y a de la baie qui est apparue, pourquoi, j'en sais rien, mais je comprends pourquoi mon profil de dissot n'est plus bon. Je viens d'avoir une révélation. Vas-y, finis, après j'ai une question dingue. C'est idéal ce que je vais décrire, c'est le truc parfait qu'on voudrait, c'est donc il faudrait disposer de toute la connaissance physico-chimique sur l'ensemble des différentes formes cristallines en disant qui est le plus stable en fonction de la température, en fonction de la pression, qu'est-ce qu'il y a comme hydrate, si je mets de l'eau, ça va se transformer à quelle vitesse, etc. Comme ça, on peut designer les process en connaissance de cause. Oui, mais les galénistes, ils vont pas aller jusque-là. T'as une petite dent contre les galénistes, pas du tout. Si, tu nous l'as dit hier. Tu nous as dit c'est des bourrins. On avait dit qu'on le disait pas. Ah non, on n'a pas dit ça.
Non, mais je veux dire, ce qui est vrai, c'est que les galénistes, ils vont essayer, eux, de faire leur taf et que dans tous les cas, comme tu le disais toi-même, toutes les formes galéniques, les formes cristallines, pardon, on les connaît peut-être pas, etc. etc. Non, on les connaît peut-être pas. Faut peut-être que chacun fasse un pas vers l'autre, en fait. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de pas vers les galénistes. Attention. Chou-fleur. Et souvent, j'ai été déçu. Oh. Ouais. Ils m'ont brisé le cœur plusieurs fois. Et Non, je blague, ok? Vous voyez bien que je plaisante. Mais bien sûr. Et alors, je pose ma question. Vas-y. Imagine un monde où ta forme A ou ta forme B, elle a exactement les mêmes profils de disso, les mêmes... en fait, ce serait possible qu'il y ait deux formes qui soient si proches que, d'un point de vue physico-chimique, elles aient les mêmes propriétés. Mais imagine que tu en as une qui se transforme en l'autre, tu t'en rends pas compte avec les analyses que tu fais pendant ton développement de process. C'est possible. Tu fais des histoires, c'est bon, c'est la bonne, donc tu te prends même pas la tête à savoir si c'est la forme A ou B, mais il s'avère que la forme B, quand elle grossit, au bout d'un moment, elle devient toxique, par exemple. Et t'as pas forcément fait ton process quand t'as fait tes études de classe de phase 1 et tes profils de toxicologie, tout ça. On pourrait avoir, à cause de ça, un truc qui, à péremption ou pendant la durée de vie, devient ultra toxique. Calmez-vous, Christophe. Ah putain, je suis stressé. Alors, oui et non. Effectivement, je peux avoir deux formes cristallines qui vont me donner des propriétés identiques. Pas toutes, certaines. Ou alors, par voie de conséquence, des analyses qui vont pas être différenciantes. Donc, je me rendrai pas compte qu'il y a eu un problème, parce que il y a un problème quand même. Si A s'est transformé en B, c'est embêtant. Mais il faut le savoir. Alors, voilà. Mais donc, là, si je mise uniquement, par exemple, sur le profil de disso pour me rendre compte que ça a changé, c'est un peu casse-gueule quand même. Faut que le profil de disso, il me parle fort pour me dire attention, il y a un problème. Et là, je vais faire les investigations. Est-ce que tu peux t'excuser? Il y a une galéniste dans le chat. Il y a quand même Nawel Farm Gal. Le Gal était pour galéniste. Voilà. Non, mais je pense qu'elle ne m'a pas brisé le cœur. Non, mais alors, pourquoi? Bon, alors ça y est, on avait dit qu'on le faisait pas, je m'en fous, je le fais quand même. Je fais une digression. Donc, je bosse pour un client qui s'était déjà cassé les dents une fois à cause du polymorphisme, et bon, bah, de toute façon, on est tous pareils, hein, faut avoir rencontré la réalité, et en général, on le fait en se cognant dessus. Oui. Ah mince, oui, en fait, c'est vrai, il faut le faire. Donc, il a un nouveau projet, il vient me voir, et il dit, bon, là, on fait ça bien, j'ai plusieurs sources, en Chine, en Inde, voilà. On contrôle par rayon X, parce que moi, je veux de la forme A, pas de la forme B. La forme B, c'est caca, j'en veux pas. Je veux de la forme A, on contrôle. Alors, je me rappelle très bien, il y en a, ils faisaient bien de la forme A, il y en a, ils faisaient de la forme B en disant que c'était de la A. Oh. Il y en a qui faisaient un mélange, mais ils avaient indexé que les pics de la A. Donc, ils disaient c'est de la A, compliant. Ah, parce qu'il y en a dedans. Et oui, mais alors attends. Alors, je fais une digression dans la digression. Qu'est-ce que nous dit Q2 ? Q2 nous dit qu'il y a différents niveaux de validation. Le premier niveau de méthode à valider s'appelle l'identification. Oui, savoir qu'est-ce que c'est. Ouais, et l'identification, c'est est-ce qu'il y a de la A ? Si tu lis attentivement Q2, identification répond à ça. Oui, mais non. Mais non, si non. en plus de la baie de la C, puis un peu de sauce au poivre avec de la piquante à 1 million de Scoville, c'est pas là, quoi. Non, c'est pas de la A, mais la méthode qui est qualifiée qui est appelée identification dans ICHQ2, ça répond à la question est-ce qu'il y a de la A ? Est-ce qu'il y a de la forme A ? Point. Donc si tu as 100% de A, c'est bon. Si tu as du A avec du B, c'est bon. Tu réponds au test d'identification tel qu'il est écrit dans Q2. Deuxième ligne. C'était volontaire, cette absence de précision, on va dire. Est-ce qu'il y en a ? Ça répond à ça. Mais ça suffit pas. Et donc, il y a de la pomme. Il y en a aussi. Il y en a, voilà. Vous aurez beau dire, il y a pas que ça. Et donc, deuxième ligne, niveau de méthode, profil de pureté, ça s'appelle. Et le profil de pureté, ça répond au vrai truc qu'on veut. Est-ce qu'il y en a tant de pourcents de A ? Je veux de la A, sous-entendu, ou même pas sous-entendu des fois, et donc je veux pas de la B, je veux pas de la C, et je veux pas de toutes les autres qui sont connues et identifiées. Ça s'appelle le profil de pureté. Donc le fournisseur, en indexant que les pics de A, il a répondu dans ICHQ2 à la première ligne qui s'appelle identification. Donc,
il s'abritait derrière le CH. Bah non, moi j'ai fait une identification. Sauf que dans le langage tous les jours analytique, de chimie analytique, quand on dit on va faire une identification, à quoi on pense ? Bah on pense en fait à ce qui s'appelle profil de pureté. Oui. Je veux de la A et pas de la B. Vous voyez ? Bah oui, identifie ce qu'il y a dedans, oui. Pas juste s'il y en a un peu, quoi. Donc, là, on trouve donc différentes sources et il y en a une, deux, trois qui font de la A bien propre et tout. Donc, on a fait nos contrôles en rayon X. On revient à la première digression, là. Il est content et il dit « Ah, super, bah, je vais faire ma formulation pour de la A. » Je lui dis « Super, merci, bravo. Tu me fais signe si tu as besoin. Voilà, t'es formidable. Non, c'est toi. Voilà, on Ah ouais, c'est s'appelle. vrai. Oh, c'est beau, ça. Voilà, vous connaissez ma femme, caressez mon chien. » Tu vois, enfin, des amabilités à n'en plus finir. Et il se trouve que quelques mois après, on se recroise dans un salon pharma ou je sais plus trop où. Dans un bar, Peut-être. sûrement. Bon, alors, on se recroise. C'est ça qui est important. C'est vrai. Et là, donc, je lui dis, tiens, alors, est-ce que ça marche ta formulation ? Ah ouais, nickel. Et je dis, ben, au fait, c'est quoi ? Je ne savais pas. On a juste contrôlé la matière première. Alors, je ne sais plus ce que c'est sa formulation, mais la première étape, il me dit, bon, bah, on solubilise tout. Et après, je fais un spray sur des grains, voilà. Donc, il solubilise tout. Ouais, donc on s'est il y a plus de cassé la cristaux. tête à identifier que c'était de la A pour qu'il passe tout en solution. Et là, il y a une espèce de piège. Parle bien dans ton micro, sinon. Pardon, oui, ça va être excusez-moi. Allô, 1, 2. terrible. Bon. Oui. Et donc, il y a une espèce de piège intellectuel qui se comprend quand, pour des gens qui baignent pas dedans tous les jours, c'est qu'il disait non, je ne suis qu'à moi. Je suis paix et sérénité. Alors, qu'est-ce que je disais du coup ? Oui, et donc, c'est dire, bah oui, mais je suis sûr que j'ai fait une solution de forme A. Ah non. Mais ça n'a T'en aucun sais rien, en sens. fait, ouais. Mais non, mais ça n'a pas de sens. C'est une solution, c'est pas une... C'est une solution de ta molécule. La forme A n'existe plus. Est-ce qu'on est d'accord pour que, parce que si ma définition de la chimie est bonne, quand tu as un cristal du style du sel ou du sucre en poudre, tu le mets en solution, tu n'as plus rien du cristal, tu n'as plus que des ions. Si c'est une solution, les ions, ils sont définis comme étant la même concentration partout dans ta solution. Tu as créé la phase liquide. Tu as une phase liquide avec et pas la de cristaux. phase liquide n'en a rien à faire de savoir si au début c'était de la du forme A, B, A. c'est vrai, voilà, on est d'accord. Alors, c'est quoi la grosse blague qu'il y a eu pendant quelques années ? Mais la cinétique peut changer. Alors, il y a des cas particuliers, notamment de conformations moléculaires qui ne sont pas les mêmes dans le cristal de A. C'est exactement ce que B. j'avais en tête. Et donc, il y a certaines structures moléculaires où la transition d'une conformation à l'autre est pas rapide. Et donc, il faut attendre un certain temps avant que l'équilibre en solution soit... C'est le flip du phosphore. Oui. Le phosphore, c'est comme un parapluie. Vous voyez, vous avez un parapluie, il y a du vent, et il se retourne. Et le parapluie qui part, schlac, comme ça. Et bon, il y a certains atomes qui vont faire 3 liaisons et qui vont faire comme si j'avais le parapluie, et ça peut flipper de l'autre côté. L'azote fait ça, mais très très vite. Le phosphore le fait, mais très lentement. Donc si tu as un cristal qui t'a mis le phosphore selon un flip et la forme B selon un autre, la solution que tu vas produire, à partir de là, tu auras majoritairement au début le flip numéro 1, et à partir de la B, le flip. Et donc, en solution, ça va s'équilibrer. Donc, il peut y avoir une cinétique avant d'atteindre l'état final d'équilibre de la solution. Mais là, c'est vraiment... vous me cherchez. Là. Oui, parce que quand on commence à parler de parapluie du phosphore, là, c'est... Mais bref, du coup, le mec, il t'avait, entre guillemets, fait... Enfin non, il t'avait payé pour travailler, mais ça servait à rien. À rien, parce qu'en plus, t'es à un niveau de dilution où t'es sûr que c'était de la A, c'était de la B. Et qu'est-ce qu'il dit quand il cristallise en spray drying après, enfin, quand il remet sur des granules et compagnie, qu'est-ce qu'il dit que c'est la forme A qui revient ? Ça se trouve, en plus... Non, mais c'était pas cristallin. Ah, c'était pas cristallin. C'était amorphe. Après le spray, c'était amorphe. C'était amorphe. On va reparler de l'amorphe après. C'est quoi ? C'est en gros, ils ont cherché. Et... Il a cru bien faire. Voilà. Et au bout d'un moment, ils sont arrivés. Oui, parce qu'ils s'étaient pris des gamelles avant. Sans savoir comment ils sont arrivés. Mais en plus, ce qu'il avait dit, c'est « Mais je suis sûr que c'est une solution de forme A. » Et donc, il y avait ce piège-là. Ça voulait rien dire. Et donc, c'est... il y a différents pièges quand on va dans ces formes-là, mais donc, pour en revenir à ce qu'on disait précédemment. Oui.
on change de forme cristalline, on change les profils de disso. Alors, si je contrôle ma matière première, je sais que j'ai la forme cristalline voulue. Ouais. Encore faut-il contrôler la matière première pour Pour vérifier la la forme forme cristalline. On l'a déjà fait ça, Ludo? Pas souvent, non? Non. Moi, j'ai Alors, pas rappelé. maintenant, ça se fait de devient plus en plutôt plus. rare que ça soit pas fait du tout. D'accord. Mais tu reviens 15 ans en arrière, c'était pas Non, mais systématique. c'est-à-dire qu'à réception, tu reçois ta matière, tu fais une analyse de réception d'identif, parce que c'est obligatoire selon la pharmacopée, tout le bazar, en disant j'ai reçu mon API et c'est bien de la forme A. Dans Ouais, chaque lot, ouais, ouais. chaque contenant, etc. Ouais. Avec Si quoi c'est comme jugé- méthode? Si c'est jugé critique, diffraction des rayons X sur poudre, c'est le truc le plus. Donc on appelle le diag et puis toi tu sais faire. Mais voilà. Non, parce qu'on n'a pas ça chez soi dans le labo de c'est physico-chimie. c'est un appareil qui est pas très courant parce que c'est gros, c'est cher, il y a une grosse maintenance, faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu spécialiste de l'appareil, c'est pas un presse-bouton, c'est un truc un peu casse-pied, donc c'est pas largement distribué. Contrairement à la DSC, l'analyse thermique, il y en a dans tous les labos, voilà. Donc, mais c'est le test le plus parlant. Donc, imaginez, je contrôle ou pas ma matière première, donc je sais ou pas comment c'est cristallisé. Ensuite, je mets en forme, je fabrique ma forme galénique, granulation, compression, etc. Il y a plein de conditions. Peut-être que je vais opérer une transformation à ce moment-là. Si je contrôle plus la forme solide de l'actif, qui du coup là dans la formulation, je sais pas que ça s'est produit ou pas. Ouais. Alors des fois ça va se produire systématiquement et puis des fois un coup oui, un coup non. Alors ça on l'a jamais fait. Pour le coup peut-être qu'on a fait des analyses à réception des PI en fonction de la forme cristalline, mais du PF, savoir si dans le PF à la fin c'est de la forme cristalline A ou de la B sur des lieux ou des trucs comme ça, moi je l'ai jamais vu sur un bulletin d'analyse. Honnêtement, déjà réception, moi j'ai le doute, clairement. Après on devient vieux. Mais quand même. Oui, non, mais les gens ont changé, j'imagine. Enfin, les choses ont changé, j'espère. Alors, mais sur le PF, honnêtement, c'est une quasiment jamais. problématique qui est de plus en plus traitée. Et pourquoi? Parce que les autorités demandent de plus en plus. Tant que c'est pas obligatoire. Oui, c'est sûr. Non, puis ça paraît logique de le demander en fait, de ce que tu nous racontes. C'est une fois qu'on regarde le truc sous le bon angle, on se dit oui, j'aimerais mieux savoir. Donc après, on peut se retrouver à contrôler des formes galéniques. Diverses et variées pour dire et mon truc il est toujours dans l'état solide que je veux ou pas. Et puis après il y a aussi le fait que non, j'ai la bonne forme à réception dans l'actif pur, je mets en forme, je contrôle, tout va bien, et puis j'ai pas des conditions critiques qui risquent de transformer le truc, ok, sauf que après le cycle de vie du produit durant cette période-là et en fonction de ces conditions de stockage, peut-être que dans le temps, ça va se transformer parce que j'ai pas la forme la plus stable. Alors, ça peut être parce que je suis exposé à un certain niveau d'humidité relative et du coup, je vais peut-être faire un hydrate que j'ai pas fait avant, lentement mais sûrement. Peut-être que tout simplement, j'ai pas le polymorphe le plus stable, donc à la vitesse qu'il veut, parce que je vous rappelle que les cristaux sont des casse-pieds, et ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et on ne sait pas pourquoi, des fois, je vais peut-être avoir des transformations qui vont s'opérer. Donc, comment s'armer contre ça? En ayant le maximum de connaissances a priori sur les formes cristallines, qui est la plus stable, est-ce qu'il y a un hydrate, dans quelles conditions de température, d'humidité relative, et puis faire des contrôles. Parce que plus on a prévu avant, mieux c'est, mais faut quand même surveiller. Donc ouais, pardon. Donc juste pour ce que tu disais là, moi j'ai une matière, c'est la QP Pharmite, parce que j'ai décidé, voilà. Ça sonne bien. Ouais. Elle est pas mal. C'est un clonon, c'est prometteur. La QP Pharmite, évidemment, c'est un truc ça guérit tout. Je pense que ça file la chiasse. Peut-être ça file un peu la chiasse. Alors c'est le problème. Ça pique le cul et ça file un peu la chiasse. Ouais. Mais non, mais moi je te dis, tiens, vous êtes le monsieur de l'Audiac, vous? Absolument. Vous pouvez me dire, est-ce que ce truc-là, la QP Pharmite, là, il y a des hydrates, des bichachins, je voudrais savoir toutes les formes. Je t'appelle et comment tu fais? Alors, sauf si ça prend 4 heures, mais c'est faisable ça? De quoi? De te dire que la QP Pharmite, je veux tout savoir parce que j'ai regardé le live de QP Pharma, on m'a dit qu'il fallait tout savoir. Alors, je vous rassure tout de suite, Christophe, ça va prendre moins de 4 heures. Ah. Alors, comment on fait?
Comment on fait pour savoir ça? C'est un type d'étude dédiée qu'on appelle les screenings, les criblages, mais comme on aime bien se la péter à l'américaine, on utilise des mots en anglais. Donc on fait des screenings. Ça consiste en quoi? Un grand nombre de tests sur le produit, dans des conditions variées. Un grand nombre de tests, c'est plusieurs centaines, plus de 1000 parfois. Alors, petite échelle, hein, chaque test, c'est la taille d'un pilulier et il y a 10 mg dedans. Ouais. Voilà. Et tu fais ça normé à tel pourcentage d'humidité, tel pourcentage, Alors, tu augmentes, tu diminues, tu mets la température, la lumière et machin. Alors, presque. Je vais faire des maturations dans plein de solvants, dans des mélanges eau, solvants organiques, à différentes températures. Je vais faire des refroidissements lents, rapides. Je vais faire des évaporations, pareil, lentes, rapides. Tous les tests à l'antisolvant. Je vais faire des expositions à différentes vapeurs de solvants, humidité relative. Des tests de compression, des fondus, des refroidissements, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va proposer à la molécule la plus grande variété possible de conditions de transformation pour lui donner un maximum de chances de nous montrer de quoi elle est capable. Toutes les formes qu'elle a. Oui, mais sauf que, est-ce qu'on est sûr qu'on aura tout trouvé? Non, tu t'as dit non. Jamais. Jamais. Donc, il faut construire un screening qui soit suffisamment large, qui va donc nous donner un certain niveau de confiance. Parce que si j'ai fait que 10 tests et c'est 10 évaporations dans l'éthanol, et que je trouve toujours la même chose, et que je dis non, il n'y a qu'une seule forme cristalline, j'ai pas confiance. Tu simules aussi ce qui peut se passer dans l'industrie. Voilà. Ton histoire du glaçon de tout à l'heure, c'est dans les conditions ultra atypiques, qui ne sont pas des conditions qu'on va avoir dans la vie de tous les jours. Oui. Et dans une vie industrielle, j'imagine. Oui, mais néanmoins, moi, ce que je revendique, c'est que quand on fait un screening, on est là pour générer de la connaissance. Donc si on se focalise uniquement sur des conditions qui ressemblent au process, qu'il faut faire. T'as pas le choix, de toute façon. Donc il faut les faire. Il ne faut pas oublier de tester les solvants qui vont être utilisés, les gammes de température dans lesquelles on va se balader. Mais il faut aussi faire des trempes dans l'azote liquide. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait là? C'est je sais pas comment dire, on chasse les étoiles filantes, tu vois, en disant ah j'ai vu un truc. C'est quoi? Je sais pas, mais il y a quelque chose. Oui. Et donc, il faut regarder tous azimuts. Il faut déployer la panoplie, ouvrir la boîte à outils. En fait, et tu stresses au maximum et tu regardes qu'est-ce qui est possible dans la vraie vie. Voilà. C'est un plan d'expérience un peu, parce que tu peux pas stresser toutes les conditions du monde. Non, mais tu essayes de gratter le plus loin possible. Et là, on génère de la connaissance. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'en ayant fait 1000 tests, on va avoir identifié 8 formes cristallines. Et là, ces 8 formes-là, on les reprépare. Et là, on les challenge. Qui est la plus stable? Est-ce qu'elle est hygroscopique? C'est quoi sa solubilité, etc. Mais tu fais pas ça a priori fois 1000. Sinon, la quantité de boulot elle devient délirante. Et là, on finit par avoir, donc voilà ce qu'on a identifié dans telles conditions. Et voilà, en gros, la carte d'identité physico-chimique de chaque forme cristalline. Parce que du coup, alors là, je suis subrepticement en train de vous faire une digression sans l'avoir annoncé. Mais on l'avait vu venir. Ouais. C'est vrai. Ah oui. Je suis fier de vous, les gars. Et donc, commence à te connaître. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, on a généré de la connaissance. Et la deuxième étape, c'est on génère de la compréhension. Qui est le plus stable? Qui est soluble? Qui se dissout vite? Qui se dissout pas vite? Là, c'est plus que de la connaissance, c'est de la compréhension de comment elle fonctionne. Est-ce que je peux t'interrompre? Juste un commentaire de Nawel de tout à l'heure. Oui. Donc, je te rappelle. Nawel est galéniste. J'aime les galénistes. Elle nous a dit la matière tend toujours à se stabiliser en formant la forme cristalline la plus stable, qui est aussi la moins soluble malheureusement. Ça, on l'avait déjà dit la semaine dernière. C'est vrai, c'est absolument vrai. Et en fait, un point pour les galénistes. Absolument. Et donc, je suis fier de vous. En fait, dire que la forme la plus stable est la moins soluble, je viens de dire 2 fois la même chose, mais juste en utilisant des mots différents. Oui, c'est forcément le cas. C'est pas souvent. C'est-à-dire que le plus petit, c'est le moins grand. Tu vois? Ouais. C'est exactement ça. C'est une lapalissade de dire le plus stable est le moins soluble. C'est toujours vrai. C'est une vérité générale. Et donc, de ta compréhension, tu es censé bosser après avec les galénistes en disant voilà, les gars, la carte d'identité du QP Pharmix que j'ai mis 6 mois, 1 an, 10 ans à avoir. Des différentes formes cristallines. Et là, qu'est-ce que tu vas me demander? De l'argent. On choisit laquelle? Non, on choisit laquelle pour le développement. Alors, je dis au client, non, mais alors, c'est pas moi qui choisis, c'est votre projet. Bon, je vous donne mon avis, sinon je ne sers à rien. Et donc, le client, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me dit, typiquement, on n'est pas du tout en train de faire le sujet du live. Là. Vous oui, vous rendez compte? Et on est même en train de faire un truc du premier live, là. Hein. Non, on dit, là, c'est une séquence du premier live. Hein. On va revenir après. Voilà, et donc,
il faut choisir une forme pour le développement en fonction de toutes ces données-là. Et la tarte à la crème, c'est dire je veux choisir la meilleure. Oui, évidemment, mais la meilleure, elle n'existe pas. C'est là où il faut faire des choix. Et là, vous Et allez là, on en revient avoir au premier live. la vidéo ici sur la décision et le choix. J'ai une cohérence interne Qui est très impressionnante. forte. Ouais, Ouais, je sais, ouais. ouais. Donc, Ok. C'est quoi le sujet du live C'était un truc en rapport avec la pharma, je crois. Moi, je suis. Alors, attends, parce que on avait prévu un petit conducteur quand même et tout ça, quoi. Exact. On a vraiment bien tenu le truc. On avait Tu quand trouves même prévu. Sauf le timing. Sauf le timing, ça, on s'en fout, ça.